Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le ministre de la Communication Alain Orula a échangé avec les journalistes dans la matinée de ce vendredi 24 janvier 2020 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Vous suivrez dans cette édition les explications du ministre Orula sur les retombées des réformes entreprises par le régime Talon dans l'administration et dans le monde politique. Faleti Biaou Ayodele Prudence, alias Général Faleti, a été présenté à la presse ce vendredi 24 janvier par la police républicaine lors d'un point de presse à Cotonou. Selon la police, le général autoproclamé interpellé est le chef de file de groupes organisés qui ont perpétré des actes de violence et de vandalisme dans certaines localités du pays, notamment Savet. Plus de précisions dans ce 19h. En fin de parcours en Coupe de la Confédération, ESAE Football Club affronte la Renaissance sportive de Berkane ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 5e journée des matchs de groupe. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Faleti Biaou Ayodele Prudence, alias Général Faleti, est aux arrêts. Interpellé jeudi 23 janvier à Parakou, le général autoproclamé a été présenté à la presse ce vendredi 24 janvier par la police républicaine lors d'un point de presse à Cotonou. Selon la police, le général autoproclamé interpellé est le chef de file de groupes organisés qui ont perpétré des actes de violence et de vandalisme dans certaines localités du pays, notamment Savet. Le 9 janvier 2020, rappelle la police, un véhicule du cortège du président de la Cour suprême a été saccagé et des documents importants ont été emportés. Selon la police, le général autoproclamé est déféré devant les autorités judiciaires pour répondre de ses actes. La police a saisi l'occasion de la présentation du général autoproclamé pour rappeler aux populations que le Bénin est un État de droit et que toute manifestation et tout moyen pour se faire entendre sont possibles, pourvu que cela se fasse en respect des lois en vigueur dans notre pays. Comme je l'annonçais en titre, le ministre de la Communication Alain Orula a échangé avec les journalistes dans la matinée de ce vendredi 24 janvier 2020 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Cette première inaugure les rencontres menstruelles intitulées « Le gouvernement face à la presse » que l'exécutif vient d'instaurer pour partager ses réalisations et donner la bonne information au sujet de ses activités et décisions aux hommes des médias. Le ministre Orula s'est étendu sur les retombées des réformes dans l'administration et dans le monde politique. Il est au micro de Carles Kitome. Je sais même que quand on se rend dans certaines administrations et que on cède à ces vieux réflexes, c'est les fonctionnaires qui vous renvoient. Donc, c'est des réformes pour améliorer la gouvernance dans notre pays et c'est nécessaire, c'est utile pour en amorcer le développement. Je vous ai parlé également de réformes politiques entamées par exemple sous la 7e législature où nous avons doté notre pays d'un code électoral et d'une nouvelle charte des partis politiques parce que, conformément à la Constitution, les partis sont au cœur de l'animation de la vie politique. Mais leur fonctionnement ne permettait pas que le pays puisse s'épanouir. Donc, le gouvernement a initié et soutenu cette réforme globale du système politique de notre pays, je le disais, entamée sous la 7e législature, achevée sous la 8e législature à la faveur notamment du dialogue politique que le président de la République a eu la bienveillance et l'inspiration de convoquer après les incompréhensions qu'il y a eu entre acteurs politiques. Et donc la 8e législature s'est largement inspirée des recommandations consensuelles qui sont issues de ce dialogue politique et ont corrigé la charte des partis politiques financés. Et cela permet aussi
d'éviter le racket ou l'hégémonie des leaders charismatiques sur ces micro-formations. Donc c'est une réforme d'ensemble. Cette loi a été adoptée et hisse notre pays au niveau des bonnes démocraties bien enracinées. Je n'oublierai pas l'historique et salvatrice révision de notre Constitution, la Constitution du 11 décembre 1990, induite par les recommandations consensuelles de dialogue politique des 9 et 10 octobre de l'an dernier. Cette révision en douceur, sans heurts, parce que consensuelle, qui permet d'adapter, d'arrimer notre Constitution du 11 décembre 1990, donc vieille de plus de 30 ans maintenant, et dont le trentenaire, avec la conférence des forces vives de la nation de 1990, va être fêté le mois qui suit. Donc il y a eu cette révision historique de notre Constitution pour permettre notamment l'alignement des mandats, c'est-à-dire de permettre d'organiser des élections générales et ne plus passer toutes les années, tout un mandat à organiser des élections, donc une rationalisation de l'organisation des scrutins. Le ministre Alain Orunla, face à la presse, a fustigé ces personnes qui peignent tout en mal et qui sont prêts à dénigrer le Bénin partout où ils ont des entrées. Il a interpellé les classements du Bénin selon ses performances sur certains médias. Je ne sais pas quel indice permet de penser que le Bénin a mauvaise presse ailleurs. Il n'y a aucun élément de mesure. Mais ce n'est pas parce que ce Bénin aurait mauvaise presse dans la bouche des mécontents du régime qui mènent tout aussi inlassablement une campagne de dénigrement que cela empêche le développement de se faire. C'est vrai que nous avons une particularité, ça se fait par la diaspora, comme ça se fait, je n'accuse pas toute la diaspora, comme ça se fait au Bénin, et nous avons pu le déplorer aussi parmi des professionnels dans vos rangs, des gens qui passent leur journée à tout peindre en noir. Tout ne va pas bien, parce qu'il y a une seule chose qui ne va pas bien, et on refuse de voir les nombreuses autres choses qui marchent. Je crois que nous avons tous intérêt, même si nous sommes mécontents, même si nous sommes frustrés, et je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques compatriotes qui soient frustrés, ceux qui ont perdu leurs avantages indus, leurs privilèges sur le dos de l'État sont mécontents. Et ils ont eu le temps de voler suffisamment d'argent pour entretenir une campagne d'intoxication et de dénigrement. Mais cela ne veut pas dire que du travail ne se fait pas. Le bilan élogieux auquel Mme Tossou fait référence est un bilan qui se constate. Je vois bien que vous n'avez pas nié l'existence de ces progrès. C'est déjà la preuve que nous sommes d'accord sur les fondamentaux. Alors, nous dégringolons sur le plan de la démocratie. Là non plus, je ne sais pas ce qui permet de mesurer l'état démocratique d'un pays comme le Bénin. Le numéro 262 des rencontres du Presse Club Café Média Plus de ce vendredi 24 janvier 2020 a connu 3 causeries, dont la 3e conduite par Souleymane Koto Yerima, ancien secrétaire national de SOS Civisme Bénin, sous le thème « Le rôle des organisations de la société civile pour les élections apaisées ». Suivons-le pour plus d'explications. Il est question pour nous, si nous ne rencontrons pas de blocage, et ça il faut le préciser, c'est l'une des craintes que nous avons à notre niveau, de pouvoir réunir des experts sur chaque loi pour pouvoir décrypter, pour voir éventuellement quels sont les aspects qui peuvent poser problème. Lorsqu'on aurait identifié ces aspects, on va commencer par faire des propositions. On ne sait pas si on pourra réviser ces aspects avant les élections, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a aussi des conventions sous-régionales qui ne nous les permettent pas, 6 mois avant les élections. Et si on ne peut pas, quelles sont les dispositions pratiques qu'on doit pouvoir prendre pour pouvoir éviter les situations qu'on a connues en 2019? Nous allons y travailler ensemble avec ces experts-là pour pouvoir avoir de la matière pour discuter. Parce qu'au-delà de tout,
les violences et les échauffourées ne viennent pas de nous, individus qui ont un minimum d'informations. C'est d'abord des acteurs politiques qui, soit sont brimés, soit veulent jouer au jeu de la manipulation, ou alors, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas les capacités de faire face aux échéances qui s'annoncent et trouvent des moyens pour pouvoir les trouver. Mais de l'autre côté, et ce qui nous intéresse le plus, c'est les populations. Parce que c'est nous qui subissons d'abord tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Parakou, à Tchaourou, à Savé. Qui sont ceux qui ont subi ça? Ce n'est pas les acteurs politiques. C'est d'abord la population. Et elles ont subi ça parce qu'elles ont manqué d'informations, elles ont manqué de connaissances sur lesquelles nous nous positionnons souvent pour pouvoir les éduquer. Malheureusement, ce n'est pas des choses visibles sur lesquelles on crie sur tous les toits pour pouvoir dire qu'on fait X ou Y. L'éducation à la citoyenneté, ça doit être quelque chose de continu qu'on fait. Ça ne se limite pas aux périodes électorales comme on le voit souvent. Beaucoup d'organisations le font. L'éducation électorale, si c'est en cours de période électorale, vous le faites, c'est un échec parce que ça ne suffit pas pour que la personne puisse internaliser les éléments que vous partagez avec elle pour pouvoir avoir le comportement citoyen qu'il faut. Il faut faire en sorte qu'entre deux élections, l'éducation civique puisse continuer, l'éducation électorale puisse continuer. Pour ce qui est des élections qui arrivent, l'éducation électorale ne peut commencer que maintenant. Parce qu'il y a des aspects de la loi qui ont évolué, qu'on n'avait pas. Il y a des aspects qui sont classiques sur lesquels on peut opiner, sur lesquels on peut donner les informations. Mais les avancées qu'on a connues, il faut les étudier, adapter le message selon les cibles que nous avons en face de nous pour pouvoir passer le message qu'il faut. C'est ce que nous avons fait pour les élections passées en 2016, en 2019, même si en 2019 nous avons connu toutes les difficultés aussi. Et c'est ce que nous allons encore faire pour cette année. Le gouvernement béninois a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi qui complète la loi portant régime du bail à usage domestique. Le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla, est revenu plus en détail à ce sujet lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office du compte rendu du Conseil des ministres. Il s'est également prononcé sur d'autres sujets d'actualité. Suivez plutôt. Il y a eu des innovations majeures qui ont été apportées dans cette loi relative au baux, à usage privé, à usage personnel. Il y a eu une réduction substantielle, par exemple, des montants de caution, etc., que certains propriétaires ont mal vécu. Il est apparu nécessaire de remettre en ordre certaines dispositions qui pourraient amener, par exemple, à une augmentation de certains de ces montants, tout en allégeant la tâche aux preneurs, c'est-à-dire à ceux qui vont prendre divers baux. Il est également question de renforcer le droit des preneurs de ces baux qui ne doivent plus être à la disposition du bailleur. Donc, c'est des petites corrections qui vont être apportées à cette loi qui a révolutionné les baux dans notre pays. La pièce essentielle à faciliter et qui avait fait polémique, c'est bien évidemment le quitus fiscal. Et je crois être autorisé à dire que le président de la République a donné des instructions aux responsables de l'administration des impôts afin que ce quitus fiscal soit systématiquement délivré à ceux qui en exprimeront le besoin et en feront la demande, quitte à ce que les montants qui sont dus à l'administration fiscale au moment où on délivre ces quittances soient portés à la connaissance de ces candidats et ces montants vont être recouvrés. La mesure de souplesse, qui n'est pas une remise en cause de la rigueur qui sévit dans ce domaine, cette mesure de souplesse a été envisagée pour éviter que l'on crie encore à l'exclusion ou que l'on dise qu'on ne veut délivrer les quitus fiscaux qu'à ceux qui sont partisans, etc. Donc c'est une mesure de souplesse égalitaire qui permet quand même d'assurer le recouvrement des impôts, puisque les candidats heureux qui auront bénéficié de ce quitus fiscal devront être incités fortement à payer leur dû à l'État. Donc c'est une mesure de souplesse
qui ne remet pas en cause la rigueur de l'organisation et la nécessité pour chaque citoyen de s'acquitter de ses impôts. La page sport pour mettre un terme à cette édition. En fin de parcours en Coupe de la Confédération, ESAE Football Club affronte la Renaissance sportive de Berkane ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour le compte de la 5e journée des matchs de groupe. Les Marocains finalistes de l'édition dernière et leaders de la poule C vont essayer d'adapter aux conditions climatiques afin d'arracher leur qualification. Mais ils auront également un œil sur quelques joueurs adverses qui peuvent éventuellement étoffer leur effectif. Je pense que les AE, c'est une équipe qui a des potentiels. Et que je pense, le fait ils ne sont pas comme nous, on n'est pas habitué, par exemple, ils nous font des horaires à 2 heures, plein soleil. Nous, on leur fait, par exemple, nous, on est habitué à jouer à 8h, 7h le soir, avec donc une température douce de 12-13 degrés. Le terrain, il est bien, disons, il est, comment dirais-je, comme un tapis. Donc on vient, c'est sûr, on va venir ici jouer à Charles de Gaulle. Donc ça va être 2 heures, donc il y aura du soleil. Donc le terrain, il est bon, mais pas aussi, c'est pas un tapis, quoi. Donc ça va jouer contre nous, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça l'Afrique, il faut s'adapter. D'ailleurs, j'ai parlé hier soir avec mon ami le président Quentin. Je lui dis qu'il y a un ou deux joueurs qui peuvent nous intéresser et qu'on peut discuter. Donc après le match, de toute façon j'ai son téléphone, il a le mien, donc on pourra toujours discuter. Par exemple, quand le coach va valider, je pourrai discuter, on discutera pour avoir un joueur de Bénin. L'autre match du groupe va mettre aux prises Zenako de Zambie avec Daring Club Motema Pembe de la RD Congo à Lusaka. La Vital'Or Ligue 1 aborde sa 15e et dernière journée des matchs allés ce week-end. Avant ce dernier acte, René José Sagbo et Venance Agodo Kwesi, des reporters sportifs, tirent quelques enseignements d'une phase allée menée par Ayema FC, leader avec 27 points, soit 4 de plus que ESAE FC, troisième avec 2 matchs en retard. Écoutez, on a eu un championnat assez difficile avec des équipes qui ont eu beaucoup de mal à se retrouver, mais à la longue, à l'arrivée, il y a eu, en tout cas, les équipes se sont presque libérées, je peux le dire ainsi. Vous avez vu au début, le nombre de buts marqués était suffisamment infirme, mais au fur et à mesure, on a vu que les équipes se sont lâchées, les attaquants ont commencé par marquer. Mais moi, ce que je retiens, mon coup de cœur pour cette phase allée, c'est l'équipe de Ayema, qui, dans le contenu, dans sa façon de jouer, a montré de bien belles choses. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux de voir qu'avec des entraîneurs béninois, on est capable de faire jouer une équipe pour que cela donne du plaisir. En dehors de ça, je pense qu'il faut également saluer les performances de ESAE, des Dragons de Lemay qui ont eu un début de saison difficile, mais qui sont revenus dedans. Après, maintenant, il y a des grandes équipes qui sont en difficulté. Je pense à la Estonner de Boycon, je pense un peu au Buffle qui actuellement ne marche pas très bien. Je pense aussi à Béké. Tout ça, c'est la preuve que ça travaille dans toutes les équipes et que ce n'est pas les mêmes clubs qui dominent tout le temps ce championnat. Mais il faut avoir le courage de le dire, ça n'a pas été facile. Et il faut féliciter d'abord les présidents du club et tous les staffs pour le travail qui a été abattu et surtout la Fédération béninoise de football pour les efforts consentis. C'est vrai, il a eu quelques difficultés, on va revenir, les retards, souvent dans les démarrages de certaines rencontres, absence d'efforts de sécurité, c'est des choses qu'on a pu observer qui se sont perpétuées. J'espère qu'avec la phase de retour, on va pouvoir corriger tout ça. Maintenant, au niveau du niveau, le niveau n'est pas forcément ce qu'on doit attendre. Il a eu assez d'efforts, c'est au-dessus de la moyenne.
Si on peut avoir plus, ça va être bien en prélude aux compétitions. Le titre va se jouer relativement entre Ayema et Esaü, mais Esaü qui a quand même 2 adversaires coriaces à jouer. Je vais parler des Buffles et de Béké Football Club. Et comme je le disais tout à l'heure, cette équipe ne me fera pas trembler. Au vu de son expérience au niveau de la Coupe de la Confédération, c'est faisable. Aujourd'hui, les Buffles légèrement en difficulté avec le limogeage encore de leur entraîneur. Ça fait 2 entraîneurs qui sont partis. Heureusement qu'on est au niveau de la dernière journée. Béké qui se reprend actuellement et qui pourrait un peu gêner l'équipe des AE. Mais je pense quand même que Ayema est quand même bien parti pour prendre la tête de cette phase aller relativement titillée par l'équipe de ZAE qui, je pense, pourrait occuper la 2e place après les matchs en retard. La phase aller de la Vital'or Ligue 1 s'achève avec le derby du Septentrion entre Buffle FC du Borgou et Panthère FC de Djougou au stade municipal de Parakou. Duel de mal classé entre Dynamo de Parakou 15e et UPONM 16e. Énergie Aspac, USS Kraké, Dragon Jacques, Ayema FC. Et voilà, c'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.